Hamouten Fatiha. Vous êtes diabétologue installée à votre compte à Ain Defla. Bienvenue. Merci Sarah, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Pour vous, quel a été le constat également, docteur Hamouten? Alors, vous disiez tout à l'heure que dans votre région, ça se passait plutôt bien. C'est différent. C'est vraiment différent. Est-ce que ça se passe mieux? Justement, j'ai envie de dire, est-ce que ça se passe mieux? Parce qu'on a tendance à dire aussi que tout se fait dans le privé aujourd'hui pour les maladies chroniques. Est-ce que ça se passe mieux? Le privé, vous savez, dans la régularité. Il y a beaucoup de gens quand même qui se font suivre par des médecins libéraux. Vous savez que c'est pas tous les malades diabétiques qui vont aux urgences, mais les urgences ont été assaillies par ces patients indisciplinés, où l'entourage n'a pas été éduqué, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'autosurveillance, ils ne surveillaient pas leurs patients. Alors, le mois de Ramadan, moi, personnellement, ça fait quand même 22 ans que je fais dans ça, et j'ai fait moi aussi des journées, des journées médico-chirurgicales où on ramène, on a parlé du diabète, du microbiote, tout ce qui concerne le diabète, ça c'est pour les médecins. Mais pour les patients, c'est chaque année. Et puis je vous ai dit, je fais une émission de radio depuis 2007. Et je suis très écoutée et les patients nous répondent au point où je vous ai dit le directeur de la santé a fait l'étude épidémiologique. On a eu une nette amélioration, on a eu moins de pieds diabétiques avec le corona, on a eu moins de coma diabétique aussi. Et puis moins d'AVC, d'IDM parce qu'on leur dit ne jeûnez pas. Vous savez, quand vous êtes un leader d'opinion pour les patients, comment vous faites pour ce poids culturel dont parlait justement c'est des émissions. Alors, en 2007, j'ai commencé à faire des journées de sensibilisation en masse, avec des ateliers. Alors, le maximum que j'ai eu, c'est 700 patients. Alors, il y avait les patients et l'heure. C'était obligatoire. Il fallait que la famille vienne. Donc les patients déjà pour le pied, alors on passait les patients avec leur famille, que ça soit la fille ou la maman ou la femme qui accompagnait le mari ou l'inverse, le mari qui accompagnait, ils passaient en atelier pied diabétique, comment surveiller un pied diabétique. Ensuite ils passaient à un autre atelier hygiène buccale, ensuite ça passait les techniques d'injection, et ça c'est depuis 2007, et on voit les résultats, c'est maintenant qu'on voit les résultats. Quand vous voyez, il devrait faire une étude épidémiologique, vous allez voir que c'est des patients qui ne sont pas suivis, qui sont suivis anarchiquement. Il faut rappeler qu'on est passé par 3 ans de corona. Donc c'était des patients qui allaient voir leur médecin d'à côté ou de la polyclinique pour se faire renouveler l'ordonnance. Donc c'est des patients qui n'ont pas été, on les a pas, si vous voulez, on les a pas traités. Vous voyez, quand c'est des malades qui viennent de façon chronique, tous les 3 mois, on leur demande leur bilan, le bilan est fait, on connaît leur état hépatique, l'état lipidique, on examine les sites d'injection, c'est tout un travail. Donc le patient est bien suivi, il n'y a aucun problème. On a vu malheureusement le cas de décompensation de cette patiente. Alors il n'y a pas beaucoup d'études finalement sur le diabète et le ramadan, mais il y a une étude qui date quand même de 2004, vous disiez à l'instant que c'est une étude ancienne, qui relève notamment qu'il y a 5 fois plus d'hospitalisations pendant le ramadan chez les diabétiques de type 2 par exemple, pour des hyperglycémies sévères. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est toujours le cas aujourd'hui, on en voit de plus en plus finalement. Ça c'est l'ancienne étude, mais il y a une nouvelle en 2011. Il y a encore une autre étude, mais pas l'épidéar. Et il y a eu d'excellents résultats, de meilleurs résultats que ce qu'on avait vu au début. Parce que les patients musulmans, quand ils se sont... l'IDF s'est intéressé à ces patients. C'est pas les études qu'on faisait pour le ramadan. Il n'y avait pas beaucoup de médecins musulmans qui s'intéressaient à ça ou qui ne présentaient pas de travaux. Là, ils se sont intéressés et on a quand même de bons résultats. C'est-à-dire, on nous apprend comme la nouvelle stratification du risque de jeûner au mois de Ramadan. Ça nous a énormément aidé. C'est le DAR et l'IDF. Le score, bien sûr, ça nous permet... Alors, le patient, il arrive. Les patients qu'on connaît, ça va. Il a jeûné l'année passée, tout ça. On le connaît de façon chronique. Mais il y a des malades qui viennent toquer à votre porte la veille du Ramadan. Et donc, utiliser cette stratification a été magnifique. Ça nous a facilité beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'on fait... alors, on a parlé tout à l'heure des études, justement, je posais cette question pour savoir est-ce qu'on arrive à s'évaluer, c'est-à-dire après chaque ramadan, on voit des décompensations, on a des problèmes chez nos malades. Est-ce que cela nous permet de nous évaluer? Et puis, est-ce qu'on fait, pour rester un peu dans la même idée c'est-à-dire à laquelle répondait professeur Laraba, et est-ce qu'on arrive aussi à faire des bilans des complications, par exemple avec les patients, est-ce qu'on leur explique les complications? Vous savez, quand vous expliquez
Et quand le message n'arrive pas, vous répétez. Et puis aidez-vous de la famille. Quand la famille, par exemple, pour le mois de Ramadan, il y a des familles qui se mettent à table avec un régime alimentaire, pas une alimentation saine. Ils se mettent pour leurs parents malades. Oui. Alors ils se mettent, il suffit de leur expliquer, vous avez un parent qui est diabétique, un grand-père qui est diabétique, vous savez que vous avez 50% de risque d'hérédité de devenir diabétique. Commencez très tôt, commencez pour vos petits-enfants. Et le Ramadan est justement dans notre religion, elle est faite pour qu'on se retrouve tous ensemble. Et quand vous dites ça aux patients et vous éduquez l'entourage, ils apprennent à autosurveiller ce patient et à comprendre beaucoup de choses, à apprendre. Et quand ils apprennent avec ça, on peut s'en sortir. Mais je répète encore que c'est différent. Les patients qui arrivent à l'hôpital, les urgences, les médecins n'ont pas le temps. D'abord, faire sortir le risque à le patient. Nous, c'est différent. On est en consultation, c'est le même patient, on le connaît très bien. Donc, j'ai le bilan devant moi. Là, quand il arrive à l'hôpital, on a tout à l'heure que le plus gros doit se faire chez le privé. Oui, c'est pour ça, voilà. Oui, et c'est de façon chronique. Ces patients qui arrivent à l'hôpital, c'est des patients qui sont perdus de vue, qui ne vont, je vous ai dit, en 3 ans, c'est ça qui a fait que cette année, il y a eu cette explosion. Oui. C'est que le corona a fait exploser le diabète. Il est diabétogène. Il y a eu la peur d'aller voir le médecin. Donc, ils sont pas venus. D'ailleurs, nos consultations ont chuté en nombre de consultations quand il y a eu vraiment le corona. Et là, bon, avant le Ramadan, ça a repris. Mais c'est ce qui explique qu'il y a eu. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu le corona, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de patients aux urgences. Oui. Alors, pour revenir un peu brièvement sur les complications qu'on a pu voir, rappeler justement les risques desquels nos patients ne semblent pas être complètement conscients. Alors là, on est en train de parler justement des complications aiguës, c'est ça, quand on parle pendant le Ramadan. L'aigu, c'est l'hyperglycémie, l'hypoglycémie. Oui. C'est ça l'aigu. Et il y a la décompensation de maladies. Oui. Vous savez que le diabétique... Et ça va accélérer. C'est-à-dire quand on parle, excusez-moi de vous couper, quand on parle des complications aiguës, elles vont venir accélérer les complications chroniques. Bien sûr. Voilà. C'est important à expliquer. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient diabétique a une maladie silencieuse. Le diabète est un tueur pour lui silencieux. Il ne vient pas frapper à la porte et lui dit « Ah, demain, tu vas être aveugle. Hein. Ah, demain, tu vas faire... » Non, il ne sent rien. Vous savez qu'il fait un infarctus, il n'a pas la douleur classique du bras avec la douleur au niveau du thorax, la douleur vers la mâchoire. C'est ça. Ils font des AVC. Vous savez, quand ils font un grand AVC avec une hémiplégie, on leur fait un scanner en IRM, on découvre qu'ils avaient déjà fait plein de... C'est ça le diabétique, c'est qu'il a tous ces vaisseaux qui peuvent à n'importe quel moment se boucher. Et quand ils sont mal équilibrés, rajoute la déshydratation du Ramadan, rajoute la mauvaise alimentation, la dyslipidémie, l'équilibre, ils font les complications. C'est pour ça que le diabétique, il n'y a pas de risque. Vous savez que le diabétique meurt de complications cardiovasculaires. Il n'y a pas de risque zéro chez ces diabétiques. Ils sont soit à très haut risque cardiovasculaire, soit à haut risque, soit à risque modéré. Il n'existe pas de risque zéro. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la consultation de votre médecin et vous lui dites du diabétologue parce qu'il connaît le risque, il vous dit direct, donc vous êtes dans le risque modéré. Il suffit d'être diabétique, d'avoir un autre facteur de risque cardiovasculaire, vous êtes déjà dans le risque modéré. Donc c'est vraiment, et chez ces patients, si on leur explique pas bien leur traitement, alors là, quand ça se surajoute avec leur diabète, d'autres facteurs de risque comme les patients âgés, l'hypertension, la dyslipidémie, l'obésité, le fait d'être tabagique, les complications déjà des organes nobles, à savoir, c'est des patients ils sont diabétiques, ils ont déjà une atteinte cardiaque, une atteinte rénale, mais vraiment c'est des patients à haut risque cardiovasculaire, ils ne doivent pas jeûner. Et quand on leur explique doucement, on leur répète, ça c'est les mêmes malades, donc ils nous écoutent. C'est pas la même chose quand ils vont à l'hôpital, ils voient ce médecin, peut-être demain il le verra plus. On dit généralement que si on n'arrive pas finalement à comprendre les besoins du malade ou à ne pas toucher le malade, c'est qu'on a échoué soit dans la relation patient-médecin ou alors dans l'accès aux soins. Est-ce que vous êtes d'accord, Dr Hamoutan ? Absolument, absolument. Vous savez que le patient, on essaye avec lui.
avec différentes manières. La première fois, ce qu'il a compris, il faut savoir qu'il y a des vieilles de 90 ans, le message va passer. Et puis une autre dame d'un certain niveau, une prof au lycée qui est à la retraite, elle ne comprendra pas, elle aura peur. C'est-à-dire essayer, le médecin c'est à lui d'essayer de toucher. Vous savez que la prise en charge des maladies chroniques, surtout le diabète, et il faut être plusieurs disciplines. Et ils ont besoin du psychologue, du nutritionniste, de l'éducateur sportif, tout ça, il y a plein. C'est une charge mentale voilà. Quand même, la maladie chronique. Et là, on est seul en face de ce patient. Ouais. Donc on essaye d'être tout, d'être fraternel, d'être de la famille. Parfois on dit que même le médecin a besoin d'un psychologue. Les médecins qui suivent des malades chroniques. Ça c'est l'étude en France. Ils ont fait une étude, ça fait quelques années. Absolument. Ils ont trouvé que presque 90% de leurs médecins étaient déprimés. Merci Dr Hamouken. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que cette émission vous a été utile, qu'on a pu répondre à une partie, ne serait-ce qu'une partie des questions que vous vous posez. À présent cette émission est terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux,